D'ailleurs, il y a une théorie qui arrive par rapport à Ener, je vous dis ça. Effectivement, Ener, c'est la terre de ses ancêtres, la lune et la terre d'Ener. Le fait qu'une arme antique soit déjà dans l'équipage, ça, je sais pas, ça me plaît pas trop. Bonnie, j'avais plus allié dans la flotte de Luffy que dans l'équipage de Luffy. Après, let's go les gars. Décida d'appeler ses clones des satellites et de se renommer lui-même Stella, un lexique toujours relatif aux étoiles qu'il arbore sur ses créations robotiques. Est-ce que alors, en secret, Vegapunk n'aurait tout simplement pas envoyé des robots sur la Lune à la recherche de la cité de Bilka? J'irai pas jusque-là, mais les gars, il y a aussi un point aussi qu'ils ont pas cité, c'est que donc Vegapunk, c'est donc le personnage de Einstein, donc le personnage, donc c'est la personnalité d'Einstein en fait qui est représentée sur le visage de Vegapunk. Et Einstein, c'est lui le précurseur et l'inventeur de la théorie de la relativité restreinte, relativité générale, mais aussi de la théorie de la mécanique quantique. Et c'est lui qui a abordé tous ces sujets-là et qui les ont démocratisés dans le monde entier. C'est d'ailleurs bien plus tard, bien après sa mort, qu'on ait pu valider et tester et attester ces théories. Donc tout ce qui est en rapport avec l'espace et avec Vegapunk, enfin plutôt Einstein, doit pour moi avoir un intérêt dans le personnage de Vegapunk. Donc ça ne m'étonnerait même pas que ce qu'il préfère, c'est tout connaître, mais que parce qu'Einstein avait beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, pas uniquement le domaine spatial. Mais son domaine de prédilection, c'était l'espace. Donc peut-être qu'on va apprendre que le rêve de Vegapunk est un peu similaire au rêve d'Einstein. On connaît déjà son rêve de vouloir donner de l'électricité, enfin de l'énergie à tout le monde. Ça, c'était le rêve de Nikola Tesla. Et là, peut-être que on aura des révélations par rapport à un autre rêve, un peu comme Luffy, il veut devenir roi des pirates, et en plus de ça, il a un autre rêve. Peut-être que Vegapunk voudra aller dans l'espace en secret, etc., etc. On verra, les gars. Cela expliquerait enfin l'existence des pirates de l'espace présents dans la mini-aventure d'Ener et qui ne seraient en réalité que des créations de Vegapunk, comme en témoigne leur baromètre, mais également leur Jolly Roger, un Et squelette ouais. au crâne gigantesque. Et seul un homme unique sur Terre possède une telle boîte crânienne, le professeur Vegapunk. Tout cela expliquerait aussi pourquoi les pirates de l'espace étaient en train de faire des travaux d'excavation, le tout pour trouver Bilka, mais c'était sans compter sur la présence d'Ener, descendant des Bilkans et héritier légitime de la Fairyverse, terre de ses ancêtres. Un échec alors pour Vegapunk? Pas forcément. D'ailleurs, il y a une théorie qui arrive par rapport à Ener, je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on avait théorisé. Là, ils sont en train de dire des trucs que j'avais pensé, je suis un peu deg. Mais effectivement, Ener, c'est la terre de ses ancêtres. Et il a déjà cité ça à Skypea, vu que je suis en train de regarder Skypea, j'ai pu avoir toutes ces infos récemment. Et effectivement, la Lune est la terre d'Ener. Donc, qui sont les ancêtres d'Ener? Sachant que Ener n'a pas d'aile. Pourquoi il n'a pas d'aile? Tout ça, on l'abordera dans la vidéo, mais les gars, c'est pas pour rien. Car quelqu'un pourrait encore lui apprendre la vérité sur les origines des hommes ailés, et cette personne, c'est Uroji. En effet, Et ouais. depuis plus de 10 ans, c'est dans le Nouveau Monde que l'auteur se sera amusé à nous faire découvrir petit à petit la vie des supernovas. Trafalgar Law pour Punk Hazard et Dressrosa, On a déjà Capone dit ça. Bégué sur Walcake Island, Eustaski de Killer Basil Hawkins et Scratchman Apu sur Wano Kuni, et enfin Jewelry Bonnie sur Egghead Island. Il ne manque alors plus que le meilleur pour la fin, le moine fou et ses grandes ailes Et blanches oui. dans le dos pour l'arc d'Elbaf. En effet, nous pouvons constater que depuis les premières représentations de la nation des géants, l'auteur n'aura jamais oublié de dessiner ces étranges traits montant au ciel. Des silhouettes qui pourraient représenter des Giant Jack, comme celui de Skypea, pour reprendre une nouvelle fois. Pardon? C'est des étranges traits. Attends, il a dit c'est Depuis des les étranges premiers, traits. ces étranges On a vu que c'était un arbre dans les animés, non? C'était un arbre gigantesque. traits montant au ciel.
Pour moi, c'était pas des traits, c'était vraiment l'ombre de l'arbre, tu vois. Donc à voir en vrai, je pourrais pas vous dire plus, mais j'avais l'impression que c'était vraiment un arbre gigantesque. Donc on en saura plus très bientôt, je pense. Des silhouettes qui pourraient représenter des Giant Jack, comme celui de Skypiea, pour reprendre une nouvelle fois le mythe de Jack et le haricot magique rencontrant dans le ciel des géants. D'autant plus que Ouais, ça pourrait être l'arbre vrai, ça. immense d'Elbaf pourrait faire référence à l'arbre-monde d'Yggdrasil dans la mythologie scandinave. Un arbre qui monte jusqu'au ciel, donnant une nouvelle fois un rôle aux îles célestes dans One Piece. Tout s'emboîterait donc parfaitement au même endroit, dans la bibliothèque d'Elbaf. Livre d'Ohara, Vegapunk, Saolo, Uruji, les Giant Jack et les Mugiwara pour découvrir enfin la vérité sur la lune. Bah là, du coup, ils l'ont montré, je sais pas si vous l'avez vu, c'était très vif. Ils ont pas montré l'image, mais l'image, c'est pas la même. Pour moi, c'est pas la même. Attends, je vous montre ça. Donc ici, vous pouvez voir que Elbaf, c'est ça. C'est ce monstre-là, tu vois. Et quand on regarde ici, pour moi, les traits, ils sont là. Après, là, il faisait peut-être référence à ça, là, derrière. L'espèce d'ombre qu'on voit derrière. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il fait référence à ce genre d'ombre. Et peut-être qu'en fait, c'est pas juste un arbre, mais peut-être que c'est une forêt, tu vois. Donc, possible. Je sais pas pour l'instant ce qu'on peut en déduire. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un arbre gigantesque de cette taille-là. Après, les autres arbres, peut-être, c'est des Giant Jack. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le ciel, pour moi, au sommet de l'arbre d'Yggdrasil, on sait qu'il y a plusieurs mondes qui sont affiliés. Pour moi, il doit y avoir euh, le, le, le monde d'Asgard, peut-être Niflheim, Svartalfheim, tout ça, là, le monde des nains, le monde des géants, Jotunheim, et tous les autres. Donc, à voir, à Et voir. pour assister au retour tant attendu des nerfs. Après, le fait qu'ils mettent tout à Elbaf, là, tout de suite, dans leur théorie, c'est possible. En vrai, c'est possible. Mais je pense que Oda va séparer. Ça fait quand même beaucoup pour l'ère d'Elbaf. Donc on sait qu'il y a Shanks, on sait qu'il y a les îles Célestes, on sait qu'il y a l'arbre de la connaissance, Vegapunk, Loki, tout ça. Je pense que ça fait beaucoup juste pour Elbaf. Ou sinon, ça va être le plus gros arc du manga, et là, ça va être colossal. Donc à voir. En tout cas, j'espère, hein. Moi, je pense plutôt que Ener U Rouge, c'est l'arc d'après. Red Pony. Non, pour moi, c'est vraiment même le dernier arc avant le One Piece, tu vois. Et après la guerre finale, tu vois. La princesse d'Oikot. Imaginez cela, vous êtes auteur de bande dessinée en France et au début de votre œuvre gigantesque longue de 26 ans, vous inscrivez secrètement un royaume caché du nom de Sirap. Paris à l'envers. C'est la capitale de votre pays et pourtant vous le cachez aux yeux de tous. Plus encore, vous en faites le lieu d'origine d'un des 3 premiers personnages principaux de tout votre récit. Voilà ce qui s'est passé en 1999 lorsque Eiichiro Oda, japonais pure souche, donna naissance au fil de son crayon à Nami la navigatrice, originaire du royaume disparu d'Oikot, Tokyo à l'envers, capitale du Japon. Il y a donc une dizaine d'années, après une guerre terrible contre un ennemi inconnu sur Oikot, la marine belle-mère se réveille en pleine tempête, ne retrouvant comme unique survivant la petite Nojiko, protégeant dans ses bras la plus petite encore Nami. Sans même le savoir, Belle-Mère venait d'adopter Uranus, arme antique et plus grande puissance que ce monde n'ait jamais connue. Ok, ça fait peut-être beaucoup à digérer, alors on va y aller petit à petit. Uranus, Tout on verra d'abord, les gars. Nami n'a pas de nom de famille. Sanji ou encore Shanks, nous ne manquons pas d'exemples pour prouver l'importance de cacher un nom de famille dans One Piece. Vince Mock, Figarland, des noms nobles qui trahissent l'origine même du personnage. Ainsi, Nami serait la princesse du pays d'Oikot, révélée dans la vivre card de la navigatrice comme étant un royaume. Et qui dit royaume, dit famille royale. Toujours sur Sanji, rappelez-vous, Eiichiro Oda avait fait un gros foreshadowing pour nous montrer les origines d'un prince. Sur la couverture du chapitre 124, le cuistot des chapeaux de paille portait
En vrai, juste pour ça, c'est ça qui me fait penser le contraire. On l'a vu avec plein de choses, Oda déteste se répéter, c'est-à-dire il déteste faire 2 fois la même chose. Comme par exemple, tout le monde pensait que, Luffy et Bonnie, leur point commun, c'était leurs fruits et que c'était tous les 2 des zones de type, mythologique. Après, on verra à confirmation ou pas, ça se trouve, Bonnie, c'est un fruit de type mythologique. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ça en est pas un et en plus de ça, c'est une infusion de fruits, fait par Saturne. Donc, en fait, il nous a berne, enfin, ouais, il nous a berné, tu vois. En gros, il a fait passer le fait qu'elle ait mangé son fruit de manière, je dirais pas, manger son fruit, mais pas accidentelle, parce qu'en final, c'est pas accidentel, mais en gros, il nous a fait croire que c'était une volonté propre du fruit qui a voulu prendre le corps de Bonnie, entre guillemets, qui a voulu être le pouvoir de Bonnie et au final pas du tout, parce que Oda se répète pas. En fait, il nous a brain un peu, mais c'était pas la vérité. Au final, Bonnie, c'était pas son fruit, tu vois? C'était une infusion de fruits par Saturne, du coup, c'était pas le fruit qui avait décidé d'aller vers elle. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, ça va pas être la même chose et Oda ne se répète pas et pour plein d'autres choses, il a fait ça, tu vois? Même récemment, on l'avait vu récemment et là, du coup, pour le coup, j'ai l'impression que c'est la même chose. Le fait que Nami et Sanji partagent le fait qu'ils soient tous les 2 descendants d'une famille royale et qu'en plus de ça, tous les 2 ont pas de «nom de famille» entre guillemets, ils ont pas donné de nom de famille. Ah, ça fait un peu beaucoup, hein, ça fait un peu beaucoup, ce serait trop ressemblant et j'ai l'impression qu'Oda, il fait jamais 2 fois la même chose donc à voir. Après, c'est que mon avis, mais on verra bien. Littéralement son secret, avec inscrit le nombre 1830, soit 18-30 sur l'horloge, 6-6. Le Germa 66. Maintenant, regardez la couverture du chapitre 232. Nami est dans exactement la même position. Elle a la même valise et on retrouve le chiffre 666. Alors non, Nami ne fait pas partie du Germa 66. Ce qui nous intéresse ici, c'est la réutilisation d'un procédé utilisé par le même auteur 100 chapitres plus tôt pour nous dire « Regardez ce personnage, c'est en réalité un prince secret, mais je vous le révélerai plus tard. » Ok, top, alors Nami est donc d'une famille inconnue, mais qu'en est-il de son côté armantique? C'est simple, vous connaissez notre théorie qui veut que toutes les armantiques soient des princesses. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est que Oda est souvent critiqué pour faire de Shirahoshi, Vivi, Rebecca ou encore Iori des clones de Nami avec des couleurs de cheveux différentes. Oui, ça commence à être flippant quand on se dit que c'est peut-être parce que Nami est en réalité également une princesse elle-même. Alors Oda opta pour une plastique semblable chez toutes les princesses, nous faisant ainsi des clins d'œil depuis 26 ans. Vous le savez, Nami est une navigatrice hors pair, et y a pas meilleure qu'elle. Normal, elle est le ciel elle-même, et ça, Eiichiro Oda nous le montre depuis des années. Si on a des exemples partout dans le manga, le plus parlant reste celui du chapitre 130, où Nami, fiévreuse, a ses sens complètement altérés par la maladie. En effet, alors que la mer est extrêmement calme, elle assure qu'un vent violent arrive, comme si elle ressentait le tout dans son corps. Mais le plus hallucinant reste les paroles de Vivi qui lâche ce qui s'apparente aujourd'hui à l'un des plus gros Franchement, c'est ça. foreshadowing de tout One Franchement, Piece. c'est ça. Je cite: incroyable, les cyclones de Grand Line sont pourtant réputés pour être imprévisibles. Mais elle ne se contente pas de prévoir la météo en se basant uniquement sur ses connaissances. Non, elle, c'est comme si elle ressentait ces changements avec tout son corps. Ah, on verra, on va voir ça, on va en discuter. Mais wesh, Nonous, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Wesh, ça dit quoi? Et du coup, j'en profite pour discuter en rapport, enfin théoriser en rapport avec la théorie sur Nami. Le fait qu'une arme antique soit déjà dans l'équipage, ça, je sais pas, ça me plaît pas trop dans le sens où, après, c'est que mon avis, comme je dis à chaque fois, où je me dis, en fait, elle avait déjà une force monstrueuse depuis le début et au final, c'est juste qu'elle contrôlait pas, machin chose et tout. Je sais pas, ça fait trop bateau, tu vois. Ça fait trop bateau, ça ressemble pas trop à Oda de faire des choses comme ça, tu vois. Surtout que
Elle a déjà frôlé la mort plein de fois. Si elle était capable de manipuler le ciel, et cetera, et cetera. Je pense qu'une arme antique, c'est une arme. C'est pas juste un détecteur de météo. Nami, elle a des capacités surprenantes, même légendaires. On sait qu'elle est cartographe parce qu'elle est hyper forte dans le domaine. Mais de là à dire que c'est une arme antique, il faut aussi trouver le côté arme. Où est le côté arme, tu vois? Souvent, les armes antiques, comme on l'a vu avec Shirahoshi, elles se réveillent quand elles sont en danger de mort. Nami, on la suit depuis le début de l'histoire, elle a été en danger de mort des milliers de fois. Et quelle est son arme? Qu'est-ce qui s'est déclenché réellement? Si par exemple, à chaque fois qu'elle était énervée ou qu'elle pleurait, il y avait une tempête, et cetera, je veux bien, tu vois? Mais c'est pas peut-être des fois c'est le cas parce que j'ai pas les références en tête, mais pour l'instant, c'est pas le cas tout le temps. Ça va et toi? Bah écoute, tout va bien, hein, comme tu peux voir, on est là, hein. Petit stream détente, on essaye de profiter, de pouvoir streamer, hein. Tu raté le début du live, mais j'étais en galère de ouf, hein. Il y avait plus de j'ai mon logiciel a buggé, il marche plus depuis hier. Hier, j'ai pas pu live, du coup, là, tout de suite, maintenant, j'ai dû retélécharger un nouveau logiciel, tout réinstaller, tout remettre d'aplomb et tout. C'était chaotique. J'ai mis, ouais, facile 2 heures juste pour le programmer, tu vois? Et pour l'instant, ça a l'air de marcher. J'essaye de me familiariser. Pour l'instant, ça va, mais on va voir. On va voir si ça marche bien. Ce qui pouvait donc passer pour une phrase shonen en mode elle est trop forte se révèle aujourd'hui extrêmement suspect. Tout cela expliquerait donc son don pour la navigation et la météorologie. En effet, au chapitre 92, Arlong annonce à Luffy que Nami est une génie. Toute gamine, elle dessinait déjà des cartes et des climats qui les accompagnent avec une ultime précision, comme si c'était inné chez elle. Un peu plus tôt, au chapitre 77, Belle-Mère annonçait étrangement à Nami que la récolte de mandarines a explosé à cause d'une météo exceptionnelle. Cela implique donc que le climat n'a jamais été aussi bon que depuis que Nami est arrivée sur Kokoyashi. Enfin, au même chapitre, Genzo révèle à Nami ses origines, lui expliquant qu'il n'oubliera jamais la tempête le jour où Belle-Mère les avait trouvés. Tout comme Shirahoshi, princesse arme antique Poséidon, capable de gouverner les mers, Nami, elle, pourrait contrôler le ciel et le climat. Elle serait intimement liée au temps. Le rapprochement entre les deux armes antiques paraît encore plus flagrant lorsque, durant leur première rencontre, au chapitre 627, Poséidon s'exprima. Je vous rencontre pourtant pour la première fois, mademoiselle Nami, mais avec vous, je me sens comme rassuré. Comme si les deux princesses dans le passé s'étaient toujours côtoyées. Ce à quoi Nami répond, c'est sûrement parce que nous avons le même passé. Ainsi, tout comme son homologue Sirène qui lors d'un traumatisme éveilla ses pouvoirs, Nami serait en réalité la responsable de la destruction totale du royaume d'Oikot, suite à un traumatisme qui aurait éveillé ses pouvoirs et fit tomber sur les hommes la colère du ciel. La marine aurait donc été envoyée sur place sur ordre du gouvernement mondial. Voilà pourquoi l'ennemi d'Oikot n'a jamais été révélé. Tout simplement parce que ce serait Nami elle-même. Pour conclure, laissez-moi vous révéler qu'en 2010, lors de Peut-être, la hein. production du tout premier film One Piece, Strong World, scénarisé et supervisé par Eiichiro Oda en personne, C'était bien ce film en l'auteur plus. présenta son idée, celle de révéler les origines et la naissance de Nami. L'équipe du film fut, je cite, tellement choquée par ce qu'elle venait d'apprendre qu'elle préféra se pencher sur un second scénario, celui de Shiki le Lion d'Or, le tout pour ne pas révéler trop tôt les origines de Nami. OK, bah, à voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les princesses, genre j'ai déjà entendu Im-sama, j'ai déjà entendu, Nami évidemment, j'ai déjà entendu tellement de personnes, j'ai déjà entendu, Vivi aussi, que toutes ces personnes seraient des armes antiques et tout. Mmh, mais je bloque un peu sur Nami, ce serait un peu dommage parce que OK, elle est capable de sentir le temps et cetera, mais de modifier la météo, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Faudrait voir vraiment en détail, regarder, le manga. Je regarderai, quand je me replancherai dessus, si à chaque fois qu'elle est énervée ou qu'elle frôle la mort, il se passe quelque chose ou peut-être ou peut-être pas. Mais, pour l'instant, je doute très, très fortement.
mais c'est pas impossible. C'est l'un des plus vieux débats qui déchire la communauté de fans. Combien de membres comptera l'équipage de Monkey D. Luffy à la fin du manga? Difficile de répondre catégoriquement à cette question. En effet, au chapitre 1, Luffy assurait vouloir recruter 10 membres. Une telle déclaration d'intention a toujours été prise au pied de la lettre par les lecteurs. Ouais, c'est Mais vrai ça. alors, après plus de 26 ans d'écriture, le compte est-il bon ou pas? Nami, Usopp, Zoro, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei et Luffy. Si vous incluez le capitaine parmi les membres de l'équipage, alors les Mugiwara sont déjà au complet. Dans le cas contraire, une place serait toujours à pourvoir au sein des rangs du futur roi des pirates. Depuis des années, nombreuses sont donc les spéculations concernant l'identité d'un éventuel dernier membre des chapeaux de paille. Or, les récents événements survenus au cours de l'arc de Egghead Island semblent justement désigner un candidat surprenant mais idéal. Jewelry Bonnie, la jeune supernova, élément moteur de l'arc en cours, remplit en effet tous les critères pour être une bonne Mugiwara. D'abord, la pirate aux cheveux roses est une combattante aguerrie dont le potentiel offensif reste difficile à estimer. Comme elle l'a déjà montré sur l'île de la science ou bien même lors de son enfance, les pouvoirs de son fruit du démon semblent sans limite et l'ont dotée d'une grande faculté au corps à corps. Non, Ça, du coup, on en avait déjà parlé, mais il y a bel et bien des limites. Saturne l'a expliqué, je sais pas quand ils ont tourné leur vidéo, mais Saturne l'a expliqué il y a déjà bien longtemps. Et effectivement, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Parce que c'est vrai, nous, on disait: «Mais si elle peut imaginer n'importe quel passé ou futur alternatif, ça veut dire que elle peut se dire: "Ouais, imaginez, je suis Kaido" et elle devient la personne la plus forte du monde. Du coup, son pouvoir est plus grand que celui de Luffy. Et au final, non, Saturne a expliqué très implicitement, que Bonnie, son pouvoir, c'est de pouvoir imaginer des choses qui sont probables. C'est-à-dire si elle dit, «Tu vas ressembler à un obèse», bah, c'est probable parce qu'on ne sait pas si, tu vas manger beaucoup ou pas, tu vois? Alors que si, par exemple, le lendemain, tu as un cancer, tu vas mourir, et ben, ça, c'est plus possible. Tu peux plus devenir obèse parce que tu vas mourir, tu vois? Donc si elle, elle prend conscience que quelque chose n'est pas possible, et ben, son fruit pourra pas le matérialiser. Exactement comme quand, elle a voulu essayer d'être Nika, de mettre une patate à Nika, mais qu'elle savait, entre guillemets, elle savait à moitié que Nika était Luffy. Et vu qu'elle a appris que Nika était Luffy, son pouvoir est devenu inefficace. Et maintenant qu'elle en est persuadée, comme Vegapunk le a dit explicitement, on sait maintenant qu'elle pourra plus jamais reprendre les traits de Nika parce que c'est comme ça, c'est comme ça que marche son fruit. Elle peut que imaginer des futurs possibles, tu vois? Je pense que c'est plutôt bien résumé. Je pourrais pas le dire plus, explicitement. Bonnie, malgré son jeune âge, n'a pas usurpé sa place parmi les membres de la pire génération, pas plus que sa prime de 340 millions de berries. Certains pourraient dire qu'un tel personnage, déjà à la tête de son équipage, n'aurait aucun intérêt à en intégrer un autre. Mais en réalité, cela a déjà eu lieu plusieurs fois. Zoro, chasseur de pirates et loup solitaire, a pourtant bel et bien juré fidélité au chapeau de paille. Usopp, commandant de 8000 hommes, a lui aussi rejoint les Mugiwara. Zoro, ça marche pas. Zoro, il a pas eu le choix. Il a dit: «Est-ce que tu préfères mourir ou est-ce que tu préfères être, mon homme d'équipage?» Et au final, Zoro a déjà dit plusieurs fois que si Luffy faisait n'importe quoi et qu'il suivait pas sa morale, ou si, Luffy n'était pas assez puissant, Zoro l'aurait pas suivi. C'est les seuls, trucs qui fait que Zoro est uni sous la bannière de ce truc. Si demain, Luffy faisait quelque chose qui était en contradiction avec Zoro, Zoro quitterait l'équipage. Et ça m'étonnerait pas, par exemple, Luffy dise: «Viens à l'aventure» et tout, et que Zoro dit, «Désolé capitaine, mais là, par exemple, je dois réaliser mon rêve», et qu'il parte, tu vois? Après, on sait très bien que Zoro va pas le faire dans le sens où, on a vu qu'il était prêt à donner sa vie à son capitaine, mais si la vie de son capitaine, si le rêve de son capitaine n'est pas en danger, je pense que Zoro pourrait décider de quitter temporairement l'équipage, par exemple, pour aller combattre Mihawk, j'en sais rien, tu vois? Heu, Ça, c'est possible, et Zoro l'a déjà dit, rappelez-vous du combat Usopp-Luffy. Zoro l'a dit: «Si tu respectes pas,
la règle que tu as instaurée, le fait de quitter, si tout le monde peut quitter et rejoindre l'équipage comme bon leur semble, et ben moi, moi aussi, je quitterai définitivement l'équipage. Donc, Zoro, c'est pas un bon exemple, je trouve. tout comme Franky à la tête d'un gang influent de Water 7. Franky, pareil, ça marche pas. Usopp, lui, c'est un sniper. Ok, il veut devenir. Lui, son but, c'est pas d'être capitaine, c'est de devenir un valeureux guerrier d'Elbaf, tu vois, c'est son rêve. En tout cas, un guerrier légendaire des mers respecté dans le monde entier. Ça, c'est son premier rêve, on va dire. Et il veut aussi devenir un grand guerrier valeureux d'Elbaf parce que Elbaf, c'est la puissance, etc., etc. Ensuite, pour en revenir à Franky, Franky, ça marche pas parce que Franky, s'il a quitté la Franky Family et qu'il n'avait pas le choix, déjà, il voulait pas. Il voulait pas quitter la Franky Family. Et s'il l'a quitté, c'est pour éviter de les mettre en danger, d'une part, mais aussi parce qu'il a un rêve à effectuer, celui de voir son bateau parcourir le monde entier. Donc, il y a des arguments, tu vois. Après, on peut. Moi, pour moi, c'est pas comparé à Bonnie dans le sens où c'est une capitaine qui rejoint un équipage et devient plus capitaine, mais subordonné. Je pense que ça, à voir. Possible, mais pour moi, difficilement possible pour l'instant. Ou encore Jinbei, ancien Shishibukai, membre des Pirates du Soleil et allié de l'impératrice Big Mom aka la concurrence. En rejoignant donc Luffy, l'équipage de Bonnie serait simplement agrégé à la flotte de l'empereur. Ah, tu vois, ça, j'aime pas ce type de choses, tu vois. Ce serait pas simplement agrégé à la flotte de l'empereur et tout. Je pense pas que ça marcherait comme ça, tu vois. Je pense pas qu'elle déciderait de quitter ses membres d'équipage s'ils sont encore vivants, parce que d'après les dernières nouvelles, ils seraient décédés, ou décédés type One Piece, c'est-à-dire qu'ils sont décédés, mais pas vraiment. Ensuite, pour en revenir à Bonnie, moi je la verrais pas genre abandonner ses potes. Je la verrais plus alliée dans la flotte de Luffy que dans l'équipage de Luffy. Après, tu vois, si Oda décide ça, j'accepterai sa décision. Je dirais pas, ouais, Oda, tu fais n'importe quoi, je sais pas quoi. Je m'en fous un peu en vrai qui rejoint ou qui rejoint pas. Là, c'est juste par rapport à la cohérence de la manière dont il amène les personnages, tu vois. Par exemple, Oden, tu vois, enfin, la fille de Kaido, là, comment elle s'appelle? Yamato. Il y avait un lien avec Oden, il y avait un parallèle avec le passé, etc., qui faisait elle aurait fait un Mugiwara d'exception, tu vois. Pareil pour Vivi. Vivi, on sait maintenant que c'est une Mugiwara, mais juste elle est pas sur le bateau, tu vois ce que je veux dire? Euh, Tout le monde la respecte et tout le monde la considère comme une alliée type Mugiwara, tu vois. Et il y a plein d'autres personnes qui sont comme ça. Donc Yamato, maintenant, je pense qu'elle est à peu près dans le même statut. Et je pense que Bonnie, elle, c'est pas son rôle. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait les supernovas, c'est pas pour rien. Si Oda a mis en place tous les rookies supernovas, c'est pas pour rien. La génération terrible, c'est pas pour rien. D'ailleurs, si Oda a intégré Barbe Noire à la génération terrible il y a quelques temps, pour moi, c'est pas pour rien non plus. C'est que la Génération Terrible ont une mission qui vont être conjointe avec Barbe Noire, entre guillemets. Sinon, toutes ces modifications, elles sont pas utiles, tu vois. Et quand Oda met une information en avant telle que celle-ci, je pense que c'est pas pour rien. Donc pour moi, les supernovas, je les verrais bien tous alliés de Luffy à la fin pour justement prendre le pouvoir. Ce serait donc la dernière génération, la génération de Joy Boy, la génération de la libération du monde. Donc je pense qu'ils auront un impact et un intérêt à la fin du manga. Par contre, euh, même Barbe Noire, je le vois bien dedans, allié à Luffy pendant une courte période, juste pour assouvir sa mission, tu vois. Donc à voir après avec tout ça, mais Bonnie Mugiwara, j'ai un peu de mal, les gars, j'ai un peu de mal. Pour l'instant.